Merci d'être avec nous. Bonjour à toutes et à tous. Voici l'instant joyeux et fort heureusement quand on parle de santé, quand on parle de prévention santé, il y a aussi des sujets un peu plus légers et ça fait du bien. Professeur Henri Joyeux, bonjour. Bonjour Marc. Merci d'être là et en face de vous, quelqu'un que vous connaissez aussi puisque c'est pas la première fois qu'on le reçoit sur ABC, c'est Jean Joyeux qui est là également. Bonjour Jean. Marc. Le fils aîné. Le fils aîné, Jean qui a sans doute fait une très grosse soirée karaoké hier soir, ce qui explique son timbre de voix. Un peu cassé, oui. Un peu cassé la voix. Si ça va pas, on peut stopper, hein, il n'y a pas de souci. Juste un mot, Jean. Qui êtes-vous? Je suis micronutritionniste, diététicien. Je forme de futurs nutritionnistes, notamment sur la Suisse, et puis co-auteur de quelques ouvrages sur la nutrition, un véritable passionné de nutrition santé depuis très longtemps, puisque j'en ai pris au biberon, littéralement. Ah, clairement. Là, pour le coup, vous ne pourriez pas être au meilleur endroit, là, hein, entre maman, papa, toute la famille. Bon, très bien. Bienvenue. On va parler, professeur, parce que c'est un sujet que vous vouliez évoquer avec votre fils Jean. Absolument. Puisqu'on parle d'alimentation, et il y a un angle spécifique de l'alimentation, c'est l'alimentation méditerranéenne. Pourquoi avoir choisi ça? Écoutez, c'est un point capital. On va en voir un peu l'historique. Et j'ai demandé à Jean d'être là. Pourquoi? Parce que il est dans le domaine le plus précis de la nutrition. Moi, je suis davantage dans la cancérologie, dans les malades, etc. Or, il ne s'agit pas d'une alimentation japonaise, thaïlandaise ou autre. Et là, Ce qui est très bonne aussi. Oui, hein. qui est bonne aussi, oui. Voilà, Mais voilà. là, l'alimentation méditerranéenne, elle est santé. D'accord. Elle est plus santé que toutes les autres. Elle est au sommet des alimentations santé. Alors, faut-il être méditerranéen pour manger correctement? Malheureusement, ce n'est pas vrai parce que beaucoup de gens autour de la Méditerranée ne mangent pas comme il faut. Ils mangent à l'européenne, vous voyez ce que je veux dire? McDo, et bon, voilà. Donc, j'ai demandé à Jean d'être là parce que, il a beaucoup plus de temps pour travailler ce sujet-là et puis il m'instruit beaucoup sur le domaine. Donc, on va essayer de voir d'abord l'historique, c'est-à-dire quand est-ce qu'on a parlé, on a identifié l'alimentation méditerranéenne. Il y a des gens qui ont beaucoup travaillé le sujet et qui ont dit, bonjour, voilà quelle est la bonne alimentation. Alors à toi, Jean. De fait, c'est une histoire qui est relativement ancienne. Il me semble que déjà au XIXe siècle, il y avait notion d'un meilleur état de santé global des personnes qui avaient des habitudes alimentaires dites méditerranéennes. Après, des études en clé un peu plus modernes, les premières ont été faites, je crois, dans les années 50, notamment l'étude des 7 pays, qui n'est pas la seule, hein, où on a remarqué que, notamment, le modèle alimentaire de type crétois, sous-entendu méditerranéen, c'est une des variantes, parce qu'il y en a toujours autant que de pays. De la Crète, donc. Hein. Voilà, Crète. le modèle alimentaire donc analysé en Crète, Okay. qui était associé à une moindre mortalité cardiovasculaire à l'époque où on commençait à s'inquiéter concernant le cholestérol, concernant l'augmentation du risque de maladies cardiovasculaires liées à un mauvais métabolisme du cholestérol. Et il a été remarqué à cette époque-là que c'était une sorte de paradoxe, malgré une alimentation riche en graisse, qui avait plutôt mauvaise presse à l'époque, eh bien, il était possible d'avoir une incidence moindre de maladies cardiovasculaires. Et les choses ont beaucoup avancé depuis, et il y a quelques mois à peine, dans le British Medical Journal, le modèle de type méditerranéen a été reconnu une fois de plus comme le modèle alimentaire le plus intéressant pour prévenir quasiment toutes les pathologies ayant une majorité de facteurs de risque dits modifiables. Hygiène de vie, alimentation, métabolisme, etc. Mais ça veut dire que les études sont assez récentes sur cette Alors, thématique de il y a eu des l'alimentation études méditerranéenne. épidémiologiques à l'époque avec Serge Renaud, qui était un Français de l'Université de Lyon, avec Michel Delorgerie également, qui lui est sur Bordeaux, qui ont fait énormément de travaux. Michel Delorgerie était cardiologue, Serge Renaud était plutôt un médecin de santé publique, c'est-à-dire observant l'épidémiologie, c'est-à-dire pas des épidémies, mais des véritables, si vous voulez, populations avec des habitudes différentes. Par exemple, nous, en cancérologie, on savait qu'il y avait beaucoup de cancers de l'estomac au Japon. Beaucoup de cancers de l'estomac au Japon, liés à la fois à l'alimentation et au stress. Ils sont les uns sur les autres. Bon. Par contre, le japonais qui va s'américaniser va faire beaucoup moins de cancers de l'estomac aux États-Unis, mais il va commencer à faire des cancers du côlon et du rectum.
C'est-à-dire que les Japonais font peu de cancer du côlon du rectum, alors que les Américains font beaucoup, mais font relativement peu par rapport aux Japonais de cancer de l'estomac. Donc on a vu des populations d'habitudes différentes, avec Okinawa, avec, bon, en fonction de, ils prennent beaucoup de poissons, ou ils n'en prennent pas, c'est fumé, c'est pas fumé, bon, ils prennent beaucoup de viande, plus de végétal, moins de végétal. On n'a pas, pour l'instant, je ne crois pas, à moins que Jean puisse donner des précisions, des éléments sur les véganes, par exemple. Bon, les véganes, ce sont des gens qui ont été à des alimentations du n'importe quoi. Attention à ce que vous allez dire. Oui, hein, et qui sont, non, mais qui sont passés tout d'un coup à du vegan et qui se trouvent bien. Okay. Et qui se trouvent bien. Bon. Mais on n'a pas de grosse population de véganes pour dire, voilà, on a étudié 100 000 personnes qui sont véganes par rapport à 100 000 personnes qui ne sont pas véganes et on a plus ou moins de maladies cardiovasculaires. À mon avis, ça sera bon pour les véganes. Vous voyez, donc je suis optimiste pour eux. Optimiste pour eux. Mais ça n'empêche pas que je veux bien être vegan, mais ça ne me suffit pas pour mon alimentation. Alors, Jean, sur le plan quand même de cette alimentation méditerranéenne que moi je considère comme alimentation santé dans le cadre du cancer, là je parle en tant que cancérologue, et mes collègues cancérologues, bah, ils vous diront, faites-toi plaisir, mange ce que tu veux, tout ça, ça n'a aucune valeur. Parce qu'ils ne savent pas. Ce qui est grave, c'est de donner des conclusions quand on ne sait pas. Quand on ne sait pas, on dit « je ne sais pas » ou on va voir un spécialiste. Alors, je fais remarquer une chose, c'est que dans les centres anticancéreux et dans les hôpitaux en général, les grandes structures industrielles de l'alimentation, Nestlé, Danone, etc., sont rentrées avec leurs produits, remboursés par la Sécu. Est-ce que c'est de l'alimentation méditerranéenne? Non, c'est de l'alimentation industrielle. Donc il faut bien faire une distinction entre ce qu'est une alimentation industrielle qui, à mon avis, n'est pas bonne d'une manière globale pour la santé, par rapport à une alimentation méditerranéenne qu'il faut un peu plus définir. Alors, les deux chercheurs que tu cites, donc Michel Delorgeril et Serge Renaud, ont travaillé non seulement d'un point de vue épidémiologique, mais aussi par une grosse étude d'intervention qui est assez connue, hein, puisqu'on l'appelle l'étude de Lyon, qui a été réalisée sur, il me semble, si ma mémoire est bonne, plus de 500 patients qui avaient fait un premier infarctus. Et ils ont été subdivisés en deux bras. Un premier bras, donc, groupe de patients qui a reçu des conseils d'amélioration diététique classique. Et l'autre qui a reçu des conseils orientés sur le modèle méditerranéen avec un ajout d'oméga 3 végétaux, donc issus d'une huile de colza. L'acide gras essentiel. Voilà, acide gras de type oméga 3 en particulier, l'acide alpha-linolénique. C'est l'un des points marquants de cette étude-là. Et ensuite, ils ont été suivis pendant plusieurs années et les premiers résultats ont été publiés en 1994 dans le Lancet et ont montré une réduction de la mortalité cardiovasculaire, du risque d'infarctus, donc de récidive. De récidive, voilà. Voilà, après un premier infarctus qui a chuté. On était sur des chutes de l'ordre de 70-80%, avec une mortalité à 3 ans et à 5 ans qui était sans comparaison possible. Donc vous voyez, ça vaut le coup. Voilà, au niveau cardiovasculaire, voilà. Il y a quelque chose qui s'est passé, effectivement. On a remarqué que donner des conseils diététiques, c'était bien, mais qu'on pouvait faire beaucoup mieux et beaucoup plus efficace, notamment en intégrant certaines graisses qui sont ces fameux oméga 3 végétaux qu'on va retrouver aussi bien dans le colza, c'était plus facile pour la méthodologie de recherche, mais aussi les noix, etc. Et ça a beaucoup avancé depuis. Les derniers résultats de l'étude de Lyon ont été publiés à l'orée des années 2000 et ont complètement confirmé ces résultats, ce qui montre qu'avoir une alimentation méditerranéenne, c'est possible de travailler dessus très efficacement dans la prévention cardiovasculaire. Par les oméga 3, par les antioxydants, les vitamines, etc., par la réduction de la pression artérielle. On va rentrer dans le détail. Voilà. Donc, ça veut dire une chose importante, c'est que là, on touche au cœur de notre cœur. C'est-à-dire, quand vous avez un infarctus du myocarde, quand vous avez des stents qu'on met dans le cœur pour éviter l'infarctus du myocarde, on vous envoie en rééducation. Rééducation, vous allez avoir l'activité physique et vous allez avoir l'alimentation méditerranéenne. Moi, je veux élargir. Je vais élargir le cœur, très bien. Je ne suis pas cardiologue. J'ai confiance totale dans mes collègues cardiologues et tous ceux qui ont défini cette alimentation méditerranéenne. Mais je dis que c'est utile pour le cancer. Pas pour l'avoir, pour l'éviter. Pour la prévention du cancer. Donc, on va rentrer plus en détail dans,
je dirais, un peu les menus ou l'assiette méditerranéenne. Concrètement, parce qu'au fond, c'est ça. Exactement. Soyons à quoi concrets. ça correspond? Qu'est-ce que je mets dans mon assiette? Exactement. Et c'est vrai que, comme le dit très bien Jean, avant, vous aviez les graisses. Vous allez vous engraisser, vous allez engraisser votre cœur, vous allez l'abîmer, etc. Et on s'est rendu compte que tout ça, c'était des conneries. Et même sur le problème du cholestérol, vous allez voir, c'est un sujet majeur. Et le meilleur dans le domaine du cholestérol aujourd'hui, c'est Michel de Lorgeril, incontestablement. Parce qu'il est cardiologue, parce qu'il est nutritionniste, qu'il a écrit des bouquins. Et que, quand vous écrivez un bouquin, je sais ce que c'est, vous avez des gars qui le regardent à la loupe. Quels sont les gars qui le regardent à la loupe? Ceux qui veulent vous contredire et vous donner des arguments scientifiques contre ce que vous racontez. Et là, il n'y en avait pas. Et non, il n'y en a pas. Parce qu'ils ne racontent pas des salades, ils donnent des éléments, si vous voulez, scientifiques qui sont rigoureux. Alors, on ne va pas parler que du cholestérol, parce qu'on pourrait en faire une émission à part, mais essayons de rentrer un peu dans l'assiette méditerranéenne. Oui. Quels sont les éléments les plus importants à consommer? Et la question qu'on peut se poser aussi, c'est que ici, quand on est au-dessus de la Loire, oui. est-ce que ce que l'on va acheter, qui est considéré comme un produit d'une alimentation méditerranéenne, est aussi qualitatif que ce que l'on pourrait trouver au bord de la Méditerranée? Mais bien sûr. Et en plus, vous avez l'agriculture productiviste, vous avez la permaculture, vous avez aussi l'agriculture biodynamique. Enfin, il y a énormément de choses. Ça, c'était absolument passionnant. Juste un mot. Est-ce qu'on s'est trompé sur l'affiche avec ce que l'on voit en termes d'aliments? Non. On est bien sur de l'alimentation. Justement, je voulais vous en féliciter. Je pense que vous avez bien fait. Il y a beaucoup de fruits rouges. Ça, c'est absolument excellent. En même temps, pour le cerveau, pour la rétine, pour la vision et pour la personne qui avance en âge, comme on dit. Non, c'est excellent. Ça va. Bon, parfait. Donc, on était sur le cœur. Il faut parler du cancer aussi, dans le cadre de la prévention, mais aussi dans le raccourcissement, non pas de la vie, son allongement en bonne santé, c'est-à-dire pour la gériatrie. Et on devrait avoir, dans les EHPAD dont nous avons parlé une autre fois, d'une alimentation méditerranéenne. Alors, qu'est-ce qu'on met dans l'assiette? Je trouve qu'on a une image qui reflète pas mal de choses, même si c'est pas tout à fait complet. En même temps, c'est tellement diversifié que c'est pas évident de faire une image complète. Mais on voit le soleil, la mer, toute une géologie calcaire assez caractéristique, qui peut aussi représenter symboliquement une philosophie méditerranéenne. C'est quand même le lieu des 3 grandes religions du livre, dans laquelle, il y a des interprétations qui peuvent éventuellement diverger, mais il y a beaucoup de méditation, de paix, de choses qui vont aussi plus loin et qui sont des outils de régulation du stress qui sont très intéressants, sur lesquels on a beaucoup de données intéressantes. Dans l'alimentation méditerranéenne, ce qui domine les grands traceurs de l'alimentation méditerranéenne, c'est son abondance en fruits et légumes frais, en graines des 3 types, des céréales, des légumineuses et des graines oléagineuses. Les archéologues qui ont pu analyser les habitudes alimentaires aux alentours il y a 2000 ans, donc grâce à la catastrophe de Pompéi, donc on a eu toute la vie méditerranéenne de l'époque qui a été figée en un instant, et on a des pois chiches, on a des oléagineux, des noix, des choses comme ça, on a des figues, on a beaucoup de produits frais, et on a donc de cette façon-là une très grande abondance de minéraux comme le potassium, puisqu'il est très présent en particulier dans les végétaux et qu'il est très bien absorbé et il n'y a rien qui va en augmenter les pertes. On sait qu'avoir une alimentation trop riche en protéines, en particulier animales, ça va provoquer des pertes de minéraux alcalins, de potassium, de calcium par voie urinaire. Donc l'abondance du potassium, déjà, c'est un levier important pour lutter contre la pression artérielle parce qu'il va compenser les effets du sodium, du sel qu'on rajoute dans l'assiette. Vous avez vu récemment, l'État, et là il a bien fait, il a demandé au boulanger de réduire la quantité de sel dans le pain. Pourquoi? Parce que le sel, incontestablement, peut augmenter la tension artérielle. Tension artérielle trop élevée, ça veut dire problème cardiaque, danger. Voilà. Donc on est déjà là sur le problème cardiaque. Ça, c'est une première chose, donc une très grande abondance de végétaux. Avoir une abondance de végétaux frais, c'est une abondance d'eau. L'hydratation, aujourd'hui, c'est un véritable sujet. Le fait de ne pas manger suffisamment de fruits et légumes, on parle d'un minimum de 3 portions de chaque, mais si possible, plutôt 5 de chaque. C'est pas une légende, ça, alors, 5 fruits et légumes. Oui, c'est pas une action marketing. Non. Et je dirais même qu'il faut aller plus loin. Il faut être frais. C'est pas industriel. Il faut être très clair là-dessus. C'est pas 5 fruits ou légumes. C'est 5 fruits et légumes. Il y a une différence. C'est pas
total de 5, c'est idéalement 5 et 5. Ça Ça une fait bonne 10. référence. Ça fait 10 portions. Donc, ça fait quelques kilos à transporter. Au Clairement, final, et puis, enfin, qui fait ça? Ah bon, moi je fais. Oui, oui, la famille Joyeux fait, ça c'est sûr. Mais non, mais je veux dire, c'est Bien sûr, c'était une absolument. vraie question. Mais il faut bien y réfléchir et ça veut dire qu'il faut regarder un peu. Ceux qui nous écoutent doivent regarder leur assiette Oui, bien et sûr. se dire qu'est-ce que j'ai pris au petit déjeuner comme fruit. Ah. Mais qu'est-ce que j'ai pris au repas du soir, hier soir, qu'est-ce que j'ai pris au repas de midi, etc. Donc se poser des questions et on se rend compte d'une chose, c'est que c'est pas facile de changer ses habitudes alimentaires parce qu'elles sont inscrites dans une sorte de famille, de chronologie, d'histoire, etc. Donc il faut aider les gens et on commence par un fruit de plus ou 2 fruits de plus. Voilà. On réduit les produits lactés alors que la télévision vous en parle du matin au soir. Voilà. On fait attention de manger un petit peu moins de viande et d'aller plus vers le poisson. Mais on va vous dire la mer est polluée par les bateaux, que ci, que ça. Alors on va vous parler de la cuisson. La cuisson, on peut parler d'une cuisson méditerranéenne Alors à la après, vapeur douce. il y a 2 facteurs qui sont aussi et qui reviennent systématiquement dans tous les commentaires de toutes les émissions qu'on a pu proposer dans l'Instant Joyeux. C'est le temps, 2, l'argent. Oui. C'est systématique. Les gens disent, mais enfin, ils vont jusqu'à être parfois virulents. Sur quelle planète vivez-vous? Est-ce que vous avez le temps de cuisiner? Est-ce que bien manger, ça coûte plus cher? Tout le monde va vous répondre, évidemment que ça coûte plus cher. Bien sûr. Vrai ou faux? Alors, je retournerai la phrase en disant mal manger, ça coûte pas cher. C'est pas du tout la même chose. C'est vrai. Vous entendez, mal manger, ça coûte pas cher. Hein. Ça veut dire que vous esquintez votre santé. Pas C'est-à-dire cher. que je reçois cette objection, c'en est une, très sérieuse, très solide, de la part de mes patients en consultation. Et il faut reconnaître qu'une alimentation de qualité, ça a un coût. Mais parce que le coût de production d'une alimentation de mauvaise qualité et pauvre en nutriments est très bas, en fait. Donc il y a un contraste qui s'est créé. On a des données assez précises sur le pourcentage de leurs revenus que les Français dépensaient à la fin des années 40 pour se nourrir. C'était à peu près 34% de leurs revenus. Aujourd'hui, on est autour de 14%. Où sont passés les 15 autres? Exactement. Et aux États-Unis, on est autour de 7%. Alors, vraie question, où sont passés les 15 autres? Dans l'informatique, dans le téléphone portable, dans la bagnole, dans le déplacement, la SNCF qui est trop chère, etc. L'écran plat, est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir le dernier écran plat? Est-ce qu'il ne peut pas durer 5-10 ans de plus? Ça fait quelques plein de courses en fait. Donc c'est aussi une vision de la vie, une vision du confort de la vie qui a été biaisée par les propositions d'aliments entre guillemets de luxe à pas cher. On veut beaucoup du luxe à pas cher. Mais le luxe, le vrai luxe, il coûte cher. Est-ce que c'est du luxe qu'on cherche? Non. C'est un équilibre. Alors après, une personne qui a des petits moyens, même si en allant dans le même supermarché, elle commence à acheter les fruits et légumes qu'elle trouve, on sait que les bénéfices sont immédiats. On a progressivement une adaptation du microbiote. Il faut y aller progressivement, c'est important. Le microbiote permet, au bout de quelques semaines à quelques mois, d'avoir un transit plus régulier. Des microbes dans le tube digestif. Ça veut dire microbes, c'est pas danger, c'est pas maladie. Non, c'est les bons microbes. C'est des microbes en équilibre dans mon tube digestif, au jour le jour. Ce sont des bactéries qui, à partir des fibres dont elles se nourrissent, qui sont présentes uniquement dans les fruits, légumes, dans les oléagineux, les légumineuses, les céréales complètes, vont rejeter des molécules qui favorisent l'entretien de notre muqueuse intestinale, c'est-à-dire l'outil numéro 1 d'absorption des nutriments. Donc on absorbe mieux les nutriments quand on mange plus de végétaux. Et on a aussi une nutrition de nos globules blancs. Notre immunité se renforce grâce à un bon microbiote. Donc manger beaucoup de végétaux, progressivement augmenter la portion de végétaux qu'on va manger dans l'alimentation. Et c'est quelque chose de bénéfique au niveau de l'intestin, au niveau de l'immunité, au niveau du métabolisme. On réduit la glycémie, donc on lutte contre le diabète de type 2. Donc on a des effets qui, en l'espace de quelques semaines à quelques mois, peuvent être vraiment impressionnants. Donc vous dites, Jean, quelque chose de très, très important, c'est que sur cet aspect financier, et on referme la parenthèse là-dessus, c'est qu'on peut déjà commencer, même si on ne va pas chez son petit producteur à côté parce que le prix sera plus élevé, dans des magasins dits bio, etc. Enfin, on connaît tous les marques. Le fait d'aller même dans une grande surface acheter des légumes, même s'ils ne sont pas d'une extrême qualité, c'est déjà un premier pas. C'est déjà un premier pas qui est tout à fait marquant, tout à fait souhaitable. Le deuxième pas à faire, c'est de réintégrer les huiles et les oléagineux. Ça, c'est une des grandes familles de molécules, levier très, très puissant de santé. C'est-à-dire que selon la qualité des graisses qu'on va consommer dans l'alimentation, on peut prendre une direction d'une alimentation pro-inflammatoire ou anti-inflammatoire.
Et, dans Et pro-inflammatoire, ça pourra être maladie auto-immune et cancer. Pro-inflammatoire, inflammation chronique. Alors, ça peut être maladie auto-immune, ça peut être maladie inflammatoire chronique intestinale, ça peut être maladie métabolique, diabète de type 2, obésité, stéatose hépatique, dépression et beaucoup d'autres pathologies auto-immunes, allergiques, etc. Quand on prend une direction d'alimentation anti-inflammatoire, ce qui va amener un effet anti-inflammatoire, c'est le fait d'augmenter les apports en oméga 3 au détriment des apports en graisses saturées et en oméga 6. Les oméga 3, on va les trouver dans les oléagineux, les noix par exemple, qui sont très étudiés, mais tous les oléagineux, même ceux qui ne contiennent pas d'oméga 3, amènent quelque chose de positif. De la vitamine E, donc des antioxydants gras, qui sont clairement des anti-inflammatoires. La vitamine E, il y a 8 formes différentes de la vitamine E, et certaines, notamment les gamma-tocophérols, peuvent être de très puissants anti-inflammatoires, donc il faut en consommer, pas en complément alimentaire. Dans le complément alimentaire, en général, on a l'alpha-tocophérol, dans les huiles, on a les 8, si on varie les huiles. Dans l'assiette. Dans l'assiette, assaisonné et tout ça. Et ce qu'il y a de bien, c'est que ça amène de la saveur aussi. Donc on sale moins. Il y a du plaisir, il y a de la gastronomie. On peut remanger des sauces un petit peu, par exemple la mayonnaise faite maison qu'on a tant diabolisée parce qu'elle est très grasse. Vous mettez le cholestérol du jaune d'œuf qui va baisser le cholestérol sanguin, tous les antioxydants qu'il contient, la moutarde qui n'est pas forcément très méditerranéenne mais qui contient des composés soufrés qui stimulent le foie, qui ont des propriétés anti-inflammatoires, plus de l'huile de colza avec les oméga 3. On peut rajouter des épices, on peut avoir un aliment extrêmement anti-inflammatoire. Alors on ne va pas manger que ça, on va manger des légumes, on peut accompagner ça avec par exemple des mayonnaises à l'ail ou l'aioli. L'ail est un puissant indicateur de santé, avec du poisson, plutôt de la volaille que du bœuf. Et là on va prendre cette direction d'une alimentation anti-inflammatoire, parce qu'il y a beaucoup de vitamine C, parce qu'il y a beaucoup d'oméga 3, parce qu'il y a beaucoup de vitamine E, parce qu'il y a aussi beaucoup de magnésium, parce qu'il y a beaucoup de potassium, et toutes ces choses-là vont permettre de contribuer par des leviers différents à la réduction du risque d'hypertension, du risque d'infarctus, du risque de troubles métaboliques, etc. C'est passionnant, parce qu'effectivement, on se rend bien compte. Et c'est pas si difficile que ça. Et c'est pas. Oui, on est bien d'accord. Sauf les habitudes. Ouais. Donc il faut en changer. C'est pour ça que nous avons appelé le bouquin Manger mieux et meilleur. Ouais, c'est celui-là. Et manger mieux et meilleur, ça veut bien dire. Vous voyez, je supporte pas trop le mot régime. Même mon collègue Jean Seignalé, il avait parlé du régime, on a beaucoup parlé du régime Seignalé. Oui. Le régime Seignalé, c'est manger mieux et meilleur, c'est-à-dire c'est abandonner des éléments qui créent de l'inflammation dans votre corps, au niveau de votre tube digestif, au niveau des reins, au niveau du foie et du cerveau et d'ailleurs. Donc, c'est abandonner ça. Et le bouquin de Seignalé, au tout début, on m'a critiqué de l'avoir préfacé, c'était Alimentation, troisième médecine. Bon. Et nous nous sommes posé la question de mettre première médecine. Bon, mais il m'a dit, Henri, si on met première médecine, on va se faire descendre. Bon. Alors, on a mis troisième parce que ça voulait dire qu'il y a allopathie, la médecine traditionnelle, et Dieu sait qu'elle est importante, il ne s'agit pas de dire non. Deuxièmement, l'homéopathie, qu'on a accusée de tous les maux alors qu'elle ne coûte rien et qu'elle peut être extrêmement efficace. Et moi, je ne suis pas homéopathe, mais je confie des patients à des homéopathes et d'une manière extrêmement efficace. Ils sont les homéopathes. Et troisièmement, c'est l'alimentation, troisième médecine. Aujourd'hui, vous voyez, le premier bouquin qu'il avait publié, après il y a eu des mises à jour, était autour des années 92, et on le sortirait aujourd'hui, je pense qu'on mettrait première médecine. Première médecine. Ça veut dire, il y a une prise de conscience, et le Covid a aidé à cela, parce qu'on a eu prise de conscience antigène, anticorps, immunité, défense immunitaire, alimentation. Sauf que vous avez eu des collègues qui sont passés sur les plateaux télévisés, et je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a une association de syndicats des médecins de la liberté d'expression et de prescription qui vont contre ces 7 ou 8 médecins qui passaient sur les plateaux télé et qui avaient l'audace de dire des bêtises scientifiques dans le style « on ne peut pas stimuler son immunité ». Or, nos défenses immunitaires, Marc, ce n'est pas celle de la semaine dernière ou de la semaine prochaine, c'est celle de chaque jour. Et ce chaque jour, c'est mon alimentation, petit déjeuner, repas de midi, repas du soir. Alors là, on a mis en exergue comme ça cette alimentation méditerranéenne avec certaines spécificités et l'impact sur le corps et les bienfaits, effectivement, de cette alimentation. Est-ce qu'il y a une alimentation méditerranéenne à éviter ? Est-ce qu'il y a des choses dans l'alimentation méditerranéenne qu'il faut éviter de consommer en grande quantité ? On va aller sur le bon vin. Bon, il y a le paradoxe français. Il faut quand même en parler. Jean va en parler. Mais le bon vin, si vous prenez
un ballon de vin à la fin de chaque repas, il n'y a pas de problème. Si vous en prenez 4, attention. Bon, donc, il faut faire attention, comme toujours, aux excès. Bon, si vous mangez 6 fruits, c'est très bien, fruits frais de saison, mais ne mangez pas 6 bananes, parce que là, vous allez risquer, si vous êtes au bord du diabète, d'aggraver votre diabète, parce que la banane amène trop de sucre. Donc, il y a des choix à faire dans les différents aliments de cette alimentation méditerranéenne. D'autre part, la Méditerranée, c'est pas autour de la Méditerranée qu'on fait pousser les bananes, bien qu'ils en ont actuellement au Maroc. Ils sont pas loin de la Méditerranée, ils sont plutôt côté Atlantique. Bon, mais ils ont une partie méditerranéenne. Bon, tout ça, mais prenons le vin, par exemple, Jean, le paradoxe. Alors, ce fameux paradoxe français dont on a tant parlé, il n'est pas lié uniquement à la consommation de vin. C'est vrai qu'on a un peu exagéré l'effet du vin. Le vin rouge contient du resveratrol, mais en mangeant du raisin noir, on aura du resveratrol. Mais les Bordelais aiment beaucoup ce paradoxe. Bordelais. Même les Bourguignons Bourguignons aussi. Bien sûr, bien sûr. Donc c'est pas spécifiquement méditerranéen, mais le fait de consommer du raisin noir, c'est une possibilité d'apporter des polyphénols, du resveratrol en l'occurrence. On en trouve dans tous les fruits et légumes, des antioxydants de type très diversifié. On se rend compte que le fait de les diversifier au maximum, c'est la meilleure façon de faire. Donc boire un peu de vin rouge, je dirais pas à la fin de chaque repas, mais plutôt on a des données assez précises là-dessus parce que on se rend compte que dépasser les 11 fois les 11 verres par semaine, ça commence à augmenter assez rapidement les risques d'AVC, d'infarctus, etc. Donc on va être plutôt sur une consommation de 1 à 2 verres par jour, pas tous les jours, avec des pauses dans l'année. Le fameux janvier sec, par exemple, voilà, qui est une très bonne idée. Bah, pourquoi ne pas le faire, par exemple, 2 fois dans l'année, c'est encore mieux. Et puis ensuite, les boissons très alcoolisées, les distillés, tout ça, une seule fois par semaine, et jamais de cuite. Oui, mais Jean, on te dira, pas trop d'alcool, je suis complètement d'accord, mais on va te forcer sur le coca, le soda, etc. Ah bah, c'est là, pas... tu vas quand même pas faire la pub de ces produits-là, quoi. Alors le coca, pour que la je sache, méditerranéenne, quoi. Les sodas, que je sache, ne sont pas du tout méditerranéens. Les boissons méditerranéennes, ça va être avant tout de l'eau qui est un trésor dans la Méditerranée, particulièrement dans les pays qui sont au sud de la Méditerranée. Ensuite, il y aura la consommation de fruits et de légumes qui apportent beaucoup d'eau. Après, il y a les infusions. On fait des infusions de thé, de menthe, la fameuse menthe marocaine gaufrée qui est extraordinaire. Et puis, on a quelques exemples sur cette photo aussi, avec le romarin qui peut être utilisé en infusion, en décoction, en macérat. On a énormément de plantes aussi qui peuvent accompagner l'eau et qui ont des effets thérapeutiques qui sont très bien connus. Certaines pour le foie, certaines qui sont plutôt urinaires. La convivialité, le contexte dans lequel on prend les repas de façon typiquement méditerranéenne est aussi très importante parce que on va être tourné vers les autres, être attentif aux saveurs, être attentif à l'esthétique, exactement comme sur cette photo-là. Voilà, les couleurs, les odeurs, les saveurs, parce que on est dans l'idée de faire plaisir aux gens, d'amener du sourire, d'amener de la convivialité. Et tout tourne autour d'un geste social, y compris pour fêter des choses, pour conclure des accords. Donc il y a une dimension sociale très forte qui ouvre aussi des dialogues, qui temporise notre rythme d'alimentation. C'est-à-dire que si on fait un peu entre guillemets à l'américaine où bon, j'ai pas envie de cuisiner tout sur le frigo et chacun se débrouille, chacun pour soi, là chacun mange à son rythme avec sa tablette, son ordinateur, etc. Alors que quand on est entre amis, en famille ou pas, en train de manger, de se servir un petit verre de vin, de servir une belle salade avec des noix, des oléagineux, avec des olives, etc., puis de l'huile d'olive, de l'huile de colza, des choses comme ça, eh bien on arrive à avoir une prise alimentaire qui est plus longue, pour avoir des repas qui peuvent durer 2 heures. Là, le volume alimentaire qu'on va manger par unité de temps est inférieur, on mastique plus, on savoure plus, on digère mieux. Et il y a beaucoup d'effets positifs à en retirer après coup, puisque un système digestif travaille d'autant mieux qu'il commence par une mastication prolongée. On devrait mastiquer 20 à 30 fois à chaque bouchée. Si on ne le fait pas, tout le travail que les dents n'ont pas fait, il n'y a aucun autre organe en aval qui est capable de le faire. Alors, Méditerranée, c'est quand même ce qui est dans la Méditerranée. Poissons, fruits de mer, les huîtres de Bouzigues, d'accord, qu'il y a Oléron de l'autre côté, mais quand même, il y a de très bonnes choses dans cette Méditerranée et il faut promouvoir des éléments pour notre santé.
Oui, tout à fait. Alors, on peut retrouver des caractéristiques très similaires dans les modèles, je dirais, traditionnels, qui sont très étudiés. Il y a de plus en plus d'études qui montrent que les modèles alimentaires traditionnels, donc il y a 200 ans et plus, tels qu'ils étaient établis, tels qu'ils s'étaient développés au fil des millénaires, eh bien, on les qualifie maintenant de prudent diet. Donc les modèles alimentaires prudents, basés sur des produits naturels, sur des produits non transformés, sur des produits de saison. Et on va retrouver ça un peu partout dans le monde en fait. On imagine que les huîtres de Bouzic c'est super, mais les huîtres de Cancale sont tout aussi bonnes. On va retrouver beaucoup d'oligo-éléments, du zinc, on va retrouver de l'iode, on va retrouver énormément de choses intéressantes, outre beaucoup de protéines. Donc on se rend compte que le fait d'avoir recours à un modèle alimentaire pauvre en produits ultra transformés, c'est déjà une étape fondamentale. Aller vers des produits complets, donner plus de place à des poissons qu'à la viande porcine ou alors une bovine, donner plus de place par exemple à la volaille, consommer davantage d'œufs, d'oléagineux, des protéines végétales, les légumineuses. Il faut savoir qu'au début du XXe siècle, les Français consommaient très très peu de viande. La France était beaucoup plus rurale que maintenant et les lentilles, les pois chiches, les pois constituaient le principal apport de protéines tout au long de l'année. Aujourd'hui, les Français consomment, toute viande confondue, 85 kilos de viande par an. C'est colossal, c'est beaucoup trop. Et il faut avoir conscience que eh bien, pour produire 1 kilo de viande de bœuf, il va falloir entre 10 et 25 kilos de céréales. Quand vous mangez des céréales ou des légumineuses, vous mangez des céréales et des légumineuses. Le taux de transformation de la calorie végétale est de 1 pour 1 quand vous mangez les protéines végétales et de 1/25e quand vous mangez du bœuf. Si vous devez nourrir beaucoup de gens, bah c'est beaucoup plus rentable écologiquement comme quantité d'eau utilisée et comme profil nutritionnel. Parce qu'on aura donc les acides aminés essentiels, on peut les trouver dans les végétaux, il suffit de faire les bonnes combinaisons. On va avoir des fibres, il n'y en a pas dans le bœuf. On va avoir du potassium, il y en a très peu dans le bœuf. On va avoir du magnésium, il n'y en a pas dans le bœuf. On va avoir de la vitamine E dans le bœuf, il n'y en a pas. Enfin voilà, il y a des profils nutritionnels, micronutritionnels dans les végétaux qui sont extrêmement intéressants. On devrait en consommer beaucoup plus souvent et faire de temps en temps des journées véganes, justement pour des raisons écologiques, mais aussi pour des raisons de santé. Ce qu'il y a de passionnant, c'est qu'on se rend compte qu'un modèle alimentaire intelligent, prudent, santé, c'est un modèle alimentaire qui est capable aussi de respecter, voire de protéger la biodiversité. Et ça, c'est pas rien. Alors justement, il y a deux choses que je voudrais voir, c'est protéines végétales, protéines animales. Ensuite, calcium végétal, calcium animal. Protéines animales, vous avez les animaux à 4 pattes, les animaux à 2 pattes. Ce n'est pas la même viande. Viande rouge, viande blanche. Et puis vous avez les protéines marines. Alors quand je suis passé avec des amis récemment, je parlais des protéines marines, ils ne voyaient pas ce que c'était. Protéines marines, c'est des protéines qu'il y a dans le poisson, qu'il y a dans les fruits de mer. Bon. Donc, si on doit faire une sorte de gradation de qualité pour notre nutrition, on va mettre les protéines marines au sommet. Bon, poisson, fruits de mer. On va mettre au-dessous des protéines venant des animaux à 2 pattes, viande blanche. Puis après, ça ne veut pas dire que un bon bœuf, une bonne côtelette, c'est pas bon, mais ça veut dire que c'est pas tous les jours. Bon, or, vous avez des gens qui ont des habitudes qu'on leur a mis dans la tête, c'est plus tu prendras de viande rouge, plus tu seras fort, puissant, intelligent, etc. Tout ça, c'est faux, complètement faux. Bon, donc, très important de bien distinguer les protéines végétales, légumineuses, etc., et les protéines animales avec cette gradation. Ensuite, venons sur le calcium. Il y a le calcium végétal et le calcium animal. Qui est-ce qui sait qu'il y a du calcium dans une pomme, dans une orange? Elle vous dit, ah bon? Ben pour moi, le calcium, c'est un produit blanc, c'est-à-dire c'est du lait, c'est un produit laitier. Alors, c'est le yaourt, le fromage, le lait, et Dieu sait que c'est bon. C'est fait d'ailleurs, c'est de l'industriel qui calcule nos goûts, d'accord? Et qui sait ce qui fait que nous allons demander un deuxième, un troisième, une quatrième portion. Bon. Donc, ce qui est important à comprendre, c'est que le bon calcium, pour notre organisme, il est d'abord végétal. Et là, on le voit très bien sur la présentation que vous avez réalisée sur la photo. Donc ça veut dire qu'on est aujourd'hui dans une sorte de combat entre ces deux calciums au niveau déjà de la publicité. Puisque la publicité est faite sur le calcium d'origine animale, produits laitiers animaux. Là, nous sommes gavés de ces produits-là. Attention, il ne s'agit pas de dire non. Il s'agit de dire
attention aux excès. Pourquoi? Parce que la barrière intestinale a pour mission de sélectionner. De sélectionner ce qui est bon va passer la barrière et ce qui n'est pas nécessaire va être utilisé vers le bas. Les fibres, par exemple, qui sont des fibres venant des végétaux, vont permettre soit de ratisser le râteau, le tube digestif à l'intérieur pour vider et évacuer et éviter la pullulation, la putréfaction de la constipation. Donc ça, c'est un sujet qui est important, mais en même temps, les fibres, elles nourrissent le microbiote. Bon. Et le calcium en excès, il doit être à la sortie. Sinon, le danger, c'est qu'il va passer en maximum la barrière intestinale parce qu'il y aura de la porosité et vous avez retrouvé du calcium dans vos épaules, sur vos tendons, sur ci, sur ça, dans votre corps. Il y a un excès. Donc, il faut bien faire comprendre à ceux qui nous écoutent que l'alimentation méditerranéenne va m'apporter les bonnes protéines de la mer, mais que tout ce qui croît autour de la Méditerranée nous apportera du bon calcium végétal. Alors, messieurs, on va prendre des questions parce que le principe de l'émission, évidemment, c'est de répondre aux questions de ceux qui s'interrogent sur cette alimentation et sur la thématique qui a été choisie aujourd'hui. Donc, pour Jean, ça s'affichera ici. Professeur, ça sera en face de vous, évidemment. Voici la première question. À toi, Jean. Elle est définie par la consommation abondante de fruits, de légumes, de féculents complets mais en quantité modérée. Ils ne doivent pas dominer sur le modèle alimentaire et uniquement sous forme de céréales complètes, beaucoup de légumineuses, des oléagineux, de la volaille et du poisson, un petit peu de produits laitiers, la plupart du temps de chèvres et de brebis, un petit peu de vaches, mais de vaches de petite stature parce que sous les climats méditerranéens, c'est plus compliqué de nourrir des bovins que tout ce qui est ovin ou caprin. Voilà, ça c'est dans les grandes lignes. Et ce ne sont pas des boîtes de conserve. Voilà. Plutôt du frais maintenant. Il faut toujours s'adapter aux possibilités de chacun. J'ajouterai la consommation d'huile. Les huiles, aussi bien cosmétiques qu'alimentaires, sont très utilisées dans le modèle méditerranéen. La reine des huiles, évidemment, c'est l'huile d'olive, mais ce n'est pas la seule. On peut parler de l'huile d'argan qui est moins intéressante d'un point de vue alimentaire. Après, les sources d'oméga 3 végétales peuvent venir de la noix, du pourpier, de la graine de lin, de la graine de chanvre, dont les cultures étaient extrêmement développées au Moyen-Âge avant d'être supplantées par le coton pour des raisons d'esclavage qui rendaient le coton très abordable et qui ont fait que la culture du lin et du chanvre s'est beaucoup réduite en France, alors qu'elle est très très intéressante parce qu'on peut produire des protéines de très grande qualité dans les deux cas, on peut produire des oméga 3 et on peut produire aussi de quoi faire du textile et des produits du bâtiment. Alors, il y a une question, je fais un petit focus sur les huiles dont vous avez parlé tout à l'heure. Quand vous allez dans une grande surface, comme la majorité des Français, bien sûr, et que vous arrivez dans le rayon des huiles, mais comment choisir? Alors, passer le plastique. Non mais oui, déjà. Bon. Donc vous allez au verre. Mais même sur les bouteilles en verre, vous avez 3 étages de bouteilles avec des huiles d'olive. Et d'abord, ça vaut cher. Bien sûr. Ça vaut assez cher. Comment choisir une bonne huile d'olive, à part le fait qu'il y en a une qui est estampillée, que l'on connaît tous par cœur parce qu'on l'a vue 50 fois à la télévision. Est-ce que c'est la meilleure ou pas? Alors, une bonne huile, c'est une huile qui a été extraite avec des moyens mécaniques. Alors, pardon Jean, mais comment est-ce qu'est-ce qu'il faut regarder sur l'étiquette pour être sûr que c'est la bonne huile? Première chose, la couleur de la bouteille. Ça doit être une bouteille en verre et ça doit être une bouteille sombre parce que les photons, la lumière risque de transformer, d'abîmer les acides gras polyinsaturés qui sont présents dans les huiles. Donc bouteille en verre sombre, première pression à froid. C'est marqué ça sur l'étiquette? C'est censé être marqué, oui, tout à fait. Donc huile de première pression à froid, ça vaut pour toutes les huiles. C'est très important parce que ça veut dire qu'on n'a pas utilisé de procédés chimiques, parce qu'il peut y avoir des résidus des substances chimiques utilisées pour extraire les huiles. Et parce que l'huile n'a pas été désodorisée, elle n'a pas été décolorée ni rien. Ce qui donne de la couleur, de la saveur à une huile, ce sont les polyphénols, les antioxydants. Par exemple, dans une huile, on peut avoir de la saveur amère qui est apportée par les tyrosols, hydroxytyrosols, qui sont des antioxydants gras lipophiles extrêmement puissants. De très très belles études qui montrent des effets antidiabétiques, des effets anti-inflammatoires vraiment étonnants. Donc ça, c'est les tyrosols qui donnent de l'amertume à une huile d'olive, alors que les tocophérols vont donner du piquant en fin de bouche.
Donc il y a une vraie dégustation d'huile. Tocopherol, c'est vitamine E. Voilà, c'est la vitamine E. D'accord. Donc une huile de qualité, elle n'a pas été raffinée, elle a une couleur, elle a une odeur, elle a une saveur bien particulière. Les huiles dans des bouteilles plastiques, pour moi, c'est à laisser de côté. Et pourtant, il y a des huiles de cuisson, notamment, dont une qui est extrêmement célèbre dans une bouteille en plastique jaune, Oui. opaque. Oui. Ça, il ne faut pas. Bah pour moi, c'est pas une huile de qualité, elle n'a pas été extraite à froid. D'accord. D'autre part, ce sont des huiles qui sont conseillées pour la cuisson, mais en réalité, l'huile d'olive est très résistante à la cuisson. On a des possibilités de monter à des températures largement suffisantes pour faire des cuissons, même assez agressives, puisque le point de fumée de l'huile d'olive est aux alentours de 220 à 250 degrés selon les huiles. Donc on peut cuire sans problème à 150, 160, 170. Pour faire des frites, 177, ça suffit. Donc on peut tout faire avec l'huile d'olive. Alors vous savez que les Anglais, par exemple, demandent des huiles d'olive désaromatisées. On enlève l'arôme. Ça veut dire que pour eux, leur palais des saveurs supporte mal un côté un peu amer, un côté un peu piquant. Donc désaromatiser une huile d'olive, pour moi, c'est un péché mortel, quoi. Voilà. Et en plus, c'est pas bon pour leur santé. Donc il faut qu'ils s'y mettent, à avoir une langue française. Vous voyez, bon, je rigole pour ça, mais c'est un sujet intéressant. J'ai appris ça par un de mes collègues il y a quelques années, c'est que les Anglais demandaient une huile d'olive désaromatisée. S'il y en a qui nous écoutent, non, écoutez, soyons là-dessus un peu raisonnables. Ouais, absolument. Voilà. Allez, question. Le bassin méditerranéen est vaste. Que voulez-vous dire quand vous parlez d'alimentation méditerranéenne? Y a-t-il des régions ou des pays plus riches ou produits? Alors, il est à Bruxelles et nous, on est plutôt près de la Crète, quoi. À toi, Jean. Oui, alors il y a le fameux régime crétois, mais de l'huile d'olive, on en trouve partout. France, Espagne, Italie, Portugal, Maroc, Algérie, Tunisie, je ne vais pas faire le tour complet. Donc on va retrouver des traceurs, en fait. Des fruits, des légumes, des oléagineux, des huiles, des viandes plutôt de petits animaux, du poisson. On va avoir des variantes dans tout ça. Il y a des pays où on aura de la tomate plus tard, d'autres où on l'aura plus tôt, mais on trouvera toujours... chaque pays aura ses variantes, mais on trouvera toujours un peu les mêmes traceurs. Et même au Japon, ils essayent, j'en parle dans le livre L'Olivier pour votre santé, que j'ai fait avec un oléiculteur, donc un spécialiste de la fabrication des huiles d'olive, qui est au niveau des Corbières à 500, 700 mètres d'altitude. Et quand il est arrivé du Canada, c'est un Français d'origine canadienne, et on lui a dit, mais tu veux mettre des oliviers, ici ça ne pousse pas. Il a dit, ben, on va voir. Et ça pousse très bien. Oui, il a une huile d'olive fantastique, qui a justement les polyphénols, c'est le domaine d'Albière, dans les Pyrénées, dans les Hautes-Corbières, domaine d'Albière, qui fait une huile d'olive extraordinaire. Et en plus, vous avez une autre chose qui est intéressante, dans la Méditerranée, ce sont les feuilles de l'olivier. Savez-vous qu'une feuille d'olivier, ça vit 3 ans? Bon, prenez les feuilles qui ont 1 an. Donc vous plumez la partie jeune de l'olivier, vous prenez des feuilles, vous en laissez beaucoup tellement il y en a, évidemment, vous les mettez dans une cuillère, vous tassez bien votre cuillère et vous faites une infusion de 10 minutes, d'accord? Eh bien, vous allez avoir un régulateur de votre tension artérielle. Attention, je ne suis pas là contre les cardiologues qui donnent le bon traitement pour réduire une hypertension artérielle, mais c'est un régulateur. Pourquoi? Parce que dans la feuille d'olivier, vous avez un produit génial qu'on appelle le mannitol. Et ce mannitol, c'est un diurétique, mais un petit diurétique. Pas un grand diurétique qui fait que tout ce que vous allez boire, vous allez le pisser. Non, c'est un petit diurétique, donc qui va vous faire baisser votre tension. Et quand vous arrivez en âge comme moi, eh bien, votre tension, il faut qu'elle soit suffisante pour irriguer le cerveau et pour être en forme physique. Donc, on n'est plus au 13,8, on est au 14,9. Voilà. Et puis, on va passer au 15,9. Or, vous avez des cardiologues qui, à 80 ans, veulent absolument vous baisser la tension à 13 ou à 12. Vous êtes épuisé. Prenez les pieds dans le tapis, vous cassez le col du fémur. Et le collègue d'orthopédiste, il dit, il est d'accord. Vous voyez? Bon, non, il faut faire très attention à ça. Et là-dessus, on a des données très intéressantes avec tout ce que l'olivier peut vous donner pour votre santé. Ouais, alors non seulement vous avez écrit, on a présenté le livre et puis vous avez fait une émission aussi. Hein, absolument, nous avons fait une émission sur l'olivier. Et je dirais même, c'est tout l'olivier pour votre santé. Exactement. Question. Sur quelle maladie l'alimentation végétalienne peut-elle agir favorablement? En prévention surtout. À toi, Jean. Beaucoup. Une question qui vient de Casablanca, je trouve ça magnifique. Alors, sur les maladies cardiovasculaires, bien sûr, mais les maladies neurodégénératives, c'est très intéressant de le voir. C'est la qualité des graisses qui fait beaucoup. Regardez s'il y en a dans les EHPAD. On en est loin pour l'instant, oui. Même sur les EHPAD de la Méditerranée. Oui. Ensuite, les cancers colorectaux, les dépressions, les maladies inflammatoires chroniques intestinales.
Ça peut aller loin. Ouais, je dirais bien pour éviter la récidive. Parce que, bon, moi, je vois beaucoup de cancers, mais le problème, qu'est-ce qu'ils me demandent les gens? Docteur, aidez-moi à éviter la récidive. Évidemment. Ils posent deux types de questions. Un, pourquoi j'ai tel type de cancer? Et deux, comment je peux faire pour éviter une récidive? Et c'est pour ça qu'ils savent bien qu'ils sont convoqués dans les centres anticancéreux de 4 mois en 4 mois, de 6 mois en 6 mois. Ils y vont avec la trouille au ventre. Pourquoi? Parce qu'on va faire un scanner, une IRM, une prise de sang à la recherche d'une récidive. Et là, l'alimentation méditerranéenne est absolument essentielle. Question. Peut-elle avoir des effets négatifs sur la santé? Est-elle déconseillée pour certaines pathologies? Quels excès dans l'alimentation? Moi, je mettrais l'excès de vin, par exemple. L'excès de vin, bon, qu'est-ce qu'il y a comme autre excès? L'excès de consommer des fruits que vous allez faire cuire, des compotes. Alors, les gens vous disent, mais moi je prends des fruits parce que je prends des compotes. Mais la compote, c'est du sucre. Ouais. Vous voyez, donc, je ne sais pas, Jean, si tu as peut-être d'autres idées là-dessus. Les noix, par exemple. Vous avez parlé tout à l'heure des noix. Moi, j'aime bien les casser. Hein. Alors voilà, Ouais. parce que vous avez des noix dans les sachets aujourd'hui. Hein. C'est Ça rédhibitoire reste- ou pas? Ou c'est bon? Non, ça reste intéressant. C'est moins intéressant que la noix fraîche, indéniablement. Évidemment. Plus on est sur du frais, mieux c'est, mais manger des noix, c'est quelque chose de positif. Il y a beaucoup d'études qui ont montré que ça permettait d'améliorer toutes les pathologies dont j'ai parlé, en fait, hein, neurologiques, immunitaires. Il y a énormément de données là-dessus. La consommation d'oléagineux, d'une manière générale, est très favorable à la santé. Donc, même si on ne prend pas nécessairement le produit, enfin le légume ou le fruit Voilà. tel qu'il est. De toute façon, le fait de s'y mettre, c'est une bonne chose et ça amène des effets positifs. Il est plus modéré que vous. Hein, Oui, il est plus modéré que moi, il est plus jeune. Après, je suis aussi plus modéré parce qu'en consultation, je vois des personnes, j'habite en Bourgogne, donc j'ai des patients qui peuvent être très très bourguignons de racines. Ouais. Alors quand c'est quelqu'un qui a des origines d'Afrique du Nord, c'est très facile. L'huile d'olive, c'est déjà en place. Ouais. On va mettre moins de couscous et plus de légumes, mais on va les cuire moins longtemps. Puis on va garder le ras el hanout et tout ça. Ouais. Donc on va garder beaucoup de bonnes choses. Oui, la Mais- cuisson, vous avez entendu, la cuisson est importante. Hein. bien sûr, C'est toujours bien sûr. Mais oui, dans la tête, Vapeur 12, on avait fait une émission avec mon épouse absolument, là-dessus. Hein. absolument. Voilà, on va faire comme en régie en fait. Hein. On va adapter les curseurs. Hein. Tout simplement, on va réduire les féculents, augmenter les fruits et légumes. Quand c'est un bourguignon qui a toujours cuisiné au beurre avec de la crème et mangé uniquement des légumes extrêmement cuits dans le bœuf bourguignon toute sa vie, ça va être un petit peu plus compliqué. Ouais. Donc il faut y aller progressivement, il faut adapter les choses. Il y a toujours la possibilité d'adapter les choses. C'est une question de disponibilité mentale avant tout. Il faut y être prêt. Donc la personne qui vient consulter, en général, a fait un chemin déjà. Voilà, mais il n'y a pas véritablement de pathologie dans lesquelles le modèle méditerranéen est déconseillé. Ceci dit, il faut quand même remettre les choses à leur place. Manger la pizza, même si c'est un plat italien, méditerranéen, etc., Et c'est bon. c'est très bon. Je suis grand amateur de Moi pizza. aussi. J'ai vécu en Italie plusieurs années, donc la Ah, pasta, le magnifique, risotto, tout ça, magnifique. il y a des choses extraordinaires. Par contre, ça ne devrait pas être une alimentation fréquente. Oui. Et c'est un modèle alimentaire qui a été basé pour éviter la famine au départ. Historiquement, c'était une période où il y avait une pénurie, je ne sais plus exactement pour quelle histoire, et la reine Margherita de Savoie a demandé à bloquer le prix du blé, ce qui a permis d'éviter une famine, notamment dans le sud de l'Italie. Et pour cette raison-là, il y a une recette de pizza qui a été faite à base de farine de blé, un blé qui n'était pas tout à fait le même que celui qu'on a maintenant. Donc c'était probablement plus proche d'une focaccia sur laquelle on a mis la tomate, la mozzarella, le basilic. Vous avez jaune, rouge, blanc et vert, vous aviez le tricolore. Bien sûr, Voilà, c'est un hommage à la Regina Margherita, c'est la pizza Margherita. exactement. Voilà, alors on ne devrait pas manger ça tout le temps parce que ça fait un gros apport de féculents. Et après, qu'est-ce qu'on mange avant, qu'est-ce qu'on mange après? Est-ce qu'on la mange entière? C'est ça aussi qui Ah est bah important. oui, ce soir, devant la Coupe du Monde du rugby, quoi. Là, obligatoirement, la mange entière. Voilà, mais il faudra Obligatoirement. manger une grosse salade avant, Mais une ouais. belle salade de fruits après. Et est-ce qu'on met une pâte épaisse? Est-ce que c'est une pâte fine? Est-ce que c'est... Voilà, Ah, et moi, je l'arrose d'huile d'olive. Hein. Évidemment. En plus? Oui, bien sûr. Oui, oui, en bien plus. sûr, Bon. il faut le faire. Faut le faire, évidemment. Allez, question. Y a-t-il d'autres types de modèles alimentaires? Alors, Okinawa, Alors Okinawa, c'est très intéressant. Il y a où est-ce que c'est? Alors Okinawa, c'est un archipel qui est au sud du Japon, qui administrativement fait partie du Japon, il me semble. C'est très intéressant Okinawa parce qu'il y avait beaucoup de bases américaines après la Deuxième Guerre mondiale. On sait qu'il y a eu une bataille épouvantable entre les Américains et les Japonais. Et
Après, donc, les Américains ont gardé des bases parce qu'il fallait surveiller la Corée et tout ça. Et donc, on a une partie de la population locale qui s'est mise à manger comme les Américains, ce qu'on appelle les modèles alimentaires Western Diet, occidental, et puis ceux qui ont gardé le modèle traditionnel. Et dans le modèle traditionnel, il y a beaucoup de végétaux, du poisson, des oléagineux, des huiles, il y a des légumineuses locales, et il y a des cuissons très rapides, très courtes, soit de la vapeur, soit on fait sauter très rapidement, très asiatique. Il y a beaucoup d'épices, d'assaisonnement, donc énormément de saveurs. Et il y a aussi un art de vivre typique d'Okinawa, cette philosophie dont j'ai oublié le nom, j'arrive pas à le retenir, mais qui est une capacité à garder un peu de satiété à la fin des repas. Okay. Un petit peu de faim, pardon. Donc pas une satiété totale. Pas la sieste immédiate. Voilà, donc on mange lentement. Et cette frugalité est associée à un système de retraite qui n'est pas aussi généreux que chez nous et qui fait que on a des ultra-octogénaires, nonagénaires, centenaires qui sont encore dans leur jardin en train de faire leur potager et qui ont une qualité de vie qui reste excellente jusqu'à à peu près 3 ans avant le décès contre 9 ans chez nous. En France, donc la dépendance arrive beaucoup plus tard. Donc c'est une longévité de qualité qui est très intéressante. Et il y a d'autres modèles alimentaires traditionnels comme ça, ce qu'on appelle prudent diet, donc les modèles alimentaires prudents, qui viennent en fait des habitudes traditionnelles et qui amènent des effets positifs. Donc on va retrouver beaucoup de végétaux, beaucoup de fibres, des oméga 3 en quantité, pas trop d'oméga 6, pas trop de viande bovine. Beaucoup. Oui, du poisson, mais pas seulement. Oui. Pas seulement. Et puis des protéines végétales et une philosophie de vie particulière. Et il y a beaucoup de ressemblances avec le modèle méditerranéen et on peut retrouver des choses similaires dans beaucoup d'autres endroits du monde. C'est vrai que sur l'émission sur la longévité, on avait fait une référence justement au modèle asiatique. Ils ont une spécificité dans leur façon d'être, une sagesse dans leur façon de vivre qui est assez étonnante. Plurimillénaire, la sagesse. Plurimillénaire. On va faire vite parce qu'il y a beaucoup de questions. Voilà. Je suis atteint de diabète, puis-je cependant consommer régulièrement des plats à base de produits méditerranéens? Bah oui, bien sûr. Oui, mais pas trop de pâtes quand même. C'est ça, c'est-à-dire qu'il y a une répartition à avoir. Quand on est atteint de diabète, ce qu'il faut, c'est essayer d'éviter de demander trop de travail au pancréas. C'est-à-dire, il ne faut pas lui demander de produire trop d'insuline. Aussi bien pour les diabètes de type 2 ou les diabètes de type 1, c'est une règle qu'il faut essayer d'apprendre. Il faut réduire les portions de féculents. Il faut avoir toujours dans son assiette, si on mange des pâtes ou du riz ou du couscous, mettre au moins 2 fois plus de légumes que de féculents. Il faut réduire les féculents. Il faut mettre de l'huile d'olive dessus. On va les absorber moins vite. Il faut manger des végétaux crus, commencer les repas par une salade, manger des fruits peu sucrés, manger des produits qui soient les moins raffinés possibles et des fruits vraiment crus. Ça va permettre d'éviter de trop solliciter le pancréas. Donc il faut le faire de la bonne façon. La salade en début de repas, ça c'est récurrent. Tous les jours. Vous, tous les jours. Tous les jours, toujours. Bien sûr. De repas du midi, repas du soir. Salade toujours. Alors moi, c'est après la soupe. Je commence toujours par la soupe. Alors, elle est chaude l'hiver et elle est fraîche l'été. Soupe maison, bien entendu. Bien sûr, évidemment. Je pas le sachet, soupe sûr. De poisson. Au secours, c'est pas la brique. non, au secours, rien à voir. Allez, autre question. Je souffre d'hypertension, j'ai entendu des messages contradictoires sur le fait de manger ou non épicé. Qui dois-je écouter? Allons-y, mais forçons pas sur les épices. C'est une question d'habitude, c'est-à-dire que si vous avez pas du tout l'habitude de manger des piments forts et que tout d'un coup vous en mangez, c'est pas impossible que ça vous provoque une petite poussée de pression artérielle, mais c'est pas ça qui va faire empirer l'hypertension artérielle, c'est plutôt le fait de consommer peu de végétaux qui l'amènent. Donc autant utiliser des épices douces si on ne les aime pas, mais les épices amènent toujours quelque chose d'intéressant. On retrouve ça dans les méthodes, dans les médecines traditionnelles asiatiques, ayurvédiques, etc. Les épices sont des outils de santé très intéressants. Il y en a qui peuvent être apaisantes au niveau digestif. On peut citer aussi d'autres épices qui sont plutôt intéressantes au niveau métabolique, comme les féniculacées, donc le cumin, le carvi, le fenugrec, le fenouil. Donc les épices sont très intéressantes. Maintenant, il y a épices et épices. Je dirais que c'est une question de goût. Dans tous les cas, consommer des épices, c'est quelque chose qui peut avoir des effets vasorelaxants périphériques. Donc on va avoir chaud, on peut transpirer un peu. Mais la vasorelaxation périphérique, elle aide à thermoréguler. Elle stimule
la production des sucs digestifs. Donc si on aime les épices fortes, aucun problème. Si on les supporte bien, aucun problème. Si on préfère des épices douces, bah, on a le choix. Mais manger avec des épices, c'est toujours intéressant. Alors Et réduisez le sel. Hein. Oui. Et réduisez le sel, bien sûr. Juste, là, c'est pareil. Quand vous allez en grande surface et que vous êtes face à la montagne, le mur des épices, est-ce que ces petites épices que l'on trouve dans ces bocaux en verre avec la célèbre marque qui se décarcasse, est-ce que ça, c'est quelque chose de bien? On a plus de garantie avec une marque comme celle qui se décarcasse qu'avec une marque producteur, avec une marque distributeur. Distributeur. Voilà, les marques distributeurs. D'accord. L'ail des ours, tu le mets où? Alors l'ail des ours, c'est bon pour la oui, santé. alors ça se trouve pas forcément si facilement que ça. Oui. L'ail, de toute manière, est très intéressant. L'ail, l'oignon, l'échalote, les herbes aromatiques, enfin tout ça est très intéressant. C'est une véritable pharmacopée naturelle et il y a toujours quelque chose de bon à en retirer. C'est une forme de médecine naturelle. Oui, c'est ça. Moi, je suis accusé d'être médecin naturel. Je ne suis pas médecin naturel, je suis chirurgien, cancérologue. Bon, mais c'est vrai que un ayatollah de l'alimentation. Voilà comment on vous appelle. Mais non, je ne suis pas un ayatollah, je suis pour manger mieux et meilleur. Oui, Voilà. bien sûr, bien sûr. Mais supprimer un tas de trucs qui ne vous font pas du bien. Quoi. Bien sûr, bien sûr. Allez, question. 62 ans, l'âge a-t-il son importance quand on décide d'appliquer un régime? Il n'est jamais trop tard. Voilà. Il n'est jamais ni trop tard ni trop tôt pour bien faire. Oui. Non, il n'y a pas de risque. Il n'y a pas de risque. Cette personne, elle a 62 ans, elle veut appliquer un régime strictement méditerranéen. Chapeau. Maintenant, au travail, En il faut le faire Normandie, ça correctement. risque d'être un petit peu difficile. Un peu difficile, hein, on est bien d'accord. Ça se fait. Votre épouse c'est est pour spécialiste des Christine, bons ça. plats. Oui, pourriez-vous nous dire quelles sont vos recettes préférées? Écoutez, elles changent tout le temps. Moi, je suis le goûteur. C'est-à-dire que vous n'avez jamais de plat vraiment identique C'est à la incroyable. maison. Ah bah oui, mais elle change tout le temps parce qu'elle est un peu artiste et sa cuisine, j'ai pas trop le droit d'y rentrer. Hein, vous C'est voyez, vrai, ça? j'ai ma machine à café, mais elle n'est pas dans la cuisine. Hein. Elle est dans mon bureau. Non, mais. Ah bah oui, bien sûr. Oui. Ah oui, ah oui. Son bloc opératoire, C'est et je vrai respecte beaucoup parce que c'est un véritable art. Ah oui. C'est un art. Et alors, ce n'est pas les grands cuisiniers et tout ça, c'est pas ça qu'on demande. Mais c'est une nutrition qui est méditerranéenne, qui est familiale et qui est variée. Qui est variée. Ça veut dire que vous aurez effectivement beaucoup de poissons, vous aurez plus de viande. Ce que nous avons dit, voyez. Et vous avez toujours une grande corbeille de fruits, Eh oui. voilà, avec des fruits frais de saison et puis des oléagineux. Mais ce que les gens ne savent pas nécessairement dans la famille Joyeux, quand même, c'est que au-delà de l'alimentation, il y a aussi une philosophie de vie. Un peu, oui. Une philosophie de vie spirituelle. Oui, bien Et sûr. donc, vous prenez soin de vous en dehors de l'alimentation. Et en plus, on apprend récemment qu'avec une spiritualité, quelle qu'elle soit, on peut avoir 7 ans de vie de plus. Moi, je suis Pas me preneur. gêner, alors. Bien sûr. Bon, donc, si j'arrive à 100, ça peut faire 107. Pourquoi pas? Je ne connais pas l'avenir, je ne connais pas. Hein. L'alimentation est-elle source d'équilibre alimentaire pour les jeunes? Alors là, il y a du boulot pour les enfants et pour les jeunes. Toi, tu as 3 petits. À mon avis, ils sont bien cadrés. Et ils sont salades à chaque repas aussi, les Ah petits? oui, toujours. Ouais. Tous. Ah, et puis ils s'y mettent, Wow. sans aucun problème. Hein. Salade composée, salade variée, ils mettent des graines. Ils reconnaissent les épices aussi, les goûts et tout ça. Donc je trouve qu'ils ont un goût qui est très sympa, très méditerranéen, et en même temps, ils l'expriment. Ouais. Vous lui demandez c'est quoi, c'est quel goût ça a, et vous le dit. Quoi. Il Ouais. dit pas c'est bon, c'est mauvais. Ouais. Ça va beaucoup plus loin. Ouais. Donc Mais il y a une finesse. Je suis pas sûr qu'on puisse dire chez papy et mamie Joyeux, c'est pas bon, j'aime pas. On peut Non, dire ça de toute façon, s'ils n'aiment pas, il faut qu'ils goûtent. D'abord on goûte et après on juge. Après, on juge. Voilà. D'accord. Bon, très bien. Allez, une dernière. On lit souvent tout et n'importe quoi. Pourriez-vous nous dire si le nombre de cancers est plus ou moins important chez des gens qui mangent méditerranéen que chez les autres? Alors, il n'y a pas d'études qui puissent l'affirmer, d'études épidémiologiques que je connaisse à l'heure présente, qui permettent de dire qu'il y a moins de cancers autour de la Méditerranée. Pourquoi? Parce qu'à mon avis, les gens ne mangent pas méditerranéen. Première chose. Donc, si vraiment ils étaient plus strictement, et c'est là que votre émission a un rôle important, et je souhaite qu'elle diffuse tout autour de la Méditerranée, parce que les gens vont ouvrir les yeux. J'étais il n'y a pas très longtemps au Maroc, et je dînais dans un restaurant avec des amis, arrivent des jeunes, j'étais 7 ou 8. Qu'est-ce que je vois arriver? Du Coca-Cola. Bon. Des bouteilles de Coca-Cola, il y en avait une pour chacun. Bon, déjà, là, il y a une erreur, quoi, incontestable. Ensuite, au dessert, dessert lacté. Mais non, nous sommes au Maroc, dessert lacté, Méditerranée, des fruits, des légumes, une salade de fruits. Voyez? Bon. Et ça, c'est très important. Moi, il m'arrive de rentrer dans un restaurant, je dis, est-ce que vous avez des fruits? Non, on n'en a pas. Ok, je m'en vais. Voilà.
S'il n'y a pas de fruits, je m'en vais. C'est vrai. Authentique. Non, mais c'est élémentaire. Alors, le problème, c'est que le fruit coûte plus cher que d'avoir un petit truc lacté qui vaut que dalle, en plus, pour votre santé. Ça se conserve plus longtemps, tout simplement. Voilà, ça reste dans le frigo et compagnie. J'ai eu le plaisir de déjeuner avec le professeur il y a quelques temps de cela, et vous aviez commandé une salade César sans assaisonnement. Oui, exact. Ce qui n'est plus une salade César. Je demande de l'huile d'olive. Juste de l'huile d'olive sur le dessus comme ça. Exact, Ce qui n'est plus une salade César pour le coup. Mais bon, peu importe. Mais c'est mon César. Mais c'est votre César à vous. L'alimentation méditerranéenne, il y aurait beaucoup à dire encore. Bien sûr. Évidemment. Mais que ça diffuse autour de la Méditerranée, c'est très important. Et c'est quand même, il y a des très beaux pays, Algérie, le Maroc, la Tunisie, évidemment, tout ça. Toute la Méditerranée a besoin d'entendre ces conseils-là pour éviter beaucoup de maladies. Il y en a trop. On remplit les hôpitaux de maladies. C'est pas notre objectif. Qu'on pourrait éviter. Mais bien sûr. Il vaut mieux aller au resto méditerranéen qu'à l'hosto. Méditerranéen. Mot de la fin, Jean? Parler de gastronomie santé, quand on parle de modèle méditerranéen, c'est quelque chose d'évident. Souvent, les gens ont peur que quand on va voir le nutritionniste, on va dire il faut manger moins de ça, il faut manger moins de ça, il faut avoir des petites portions, oui, etc. on a une image très restrictive c'est pas un régime. De l'approche du diété. C'est regrettable parce que ça n'est pas une approche restrictive, c'est d'abord une approche qualitative. Quand on a des aliments qui ont plus de saveur, on mange plus lentement parce que ça a plus de goût. Prenez un burger, en 3 minutes c'est plié, il n'y a plus rien. Non mais vous n'en prenez jamais, sérieusement? Non, je peux apprécier un bon burger. On est d'accord. Mais il faut que ce soit avec du pain complet. Non, moi c'est jamais. Non mais même s'il est fait maison. Ah, fait maison, oui. On peut se faire un burger fait mieux, maison. Elle peut faire mieux. Non? On peut. Avec le bon pain de cucugnan. Ah, là, là, vous m'avez eu, là c'est sûr. Voilà. Bien sûr. C'est une question de matière première. Mais oui. Si on prend des matières premières de qualité, on peut faire un burger. On n'est pas obligé de faire le burger avec des produits raffinés, bourrés de sucre, ajoutés dans le pain, dans le beefsteak. Avec un bon steak. Hors McDo, voilà. C'est ça. Non, mais le burger... le burger, on peut faire des burgers méditerranéens, on fait des galettes de pois chiches, on met on peut faire plein de choses. On peut faire plein de choses. Et les chefs étoilés ou pas de la gastronomie sont extrêmement créatifs et se faire plaisir à table, y compris en ayant des aliments qui ne sont pas parfaits, c'est possible. Il y a le fil d'Ariane de tous les jours, les jours de fête, les exceptions, mais dans tous les cas, on peut tout faire avec un modèle méditerranéen. Merci infiniment. Ouais, régalez-vous. Et c'était un plaisir de vous avoir tous les deux sur le plateau. Je pense qu'il faut qu'on fasse un jour à 3. C'est-à-dire Christine, votre épouse. Bien sûr. Vous elle acceptera. Et Jean. Hein? Elle acceptera. Elle acceptera. Il a décidé déjà. C'est pas que c'est comme ça. Voilà. Merci infiniment, en tout cas, à tous les deux. Vous pouvez commenter, partager, bien entendu, et ce le sera. J'en suis convaincu. Et on se retrouve très vite pour une prochaine émission. Salut.